Voilà, merci Marie-Ève, merci Félix pour cette invitation. Donc, j'ai un menu assez chargé. Je voulais vous parler d'un petit peu toutes sortes de choses et j'ai une longue introduction avant d'arriver aux licences Creative Commons parce que je voulais vous faire un petit topo sur des notions de base en droit d'auteur pour qu'on comprenne vraiment la différence entre une gestion par le droit d'auteur et la liberté qui est offerte par les licences Creative Commons. Donc, mais je débute ma longue introduction. Après, on va passer sur ben, c'est quoi le mouvement Creative Commons, quelles sont les 7 licences de Creative Commons, les avantages, les inconvénients, comment les repérer, comment les utiliser, puis si j'ai le temps, on terminera par un mini quiz. Donc, comme je vous disais précédemment, comprendre la notion de copyright, c'est une façon de déceler les avantages des licences Creative Commons, d'où, et vous me pardonnerez, ma très longue introduction. Voilà, donc c'est un peu de base. Il faut savoir que la loi sur le droit d'auteur protège 4 catégories d'œuvres, à savoir les articles scientifiques, les livres de façon plus classique, mais pas seulement. Il y a aussi évidemment tous les sites web. Donc, tout ce qu'on trouve sur le site web sont a priori des œuvres protégées, sauf Ça, mention il y en avait contraire. de quoi qu'elle disait? Ouais, ça, je m'en rappelle, sauf que je vais attendre que la personne ferme. Oui. Donc, tout ce qui est dans les sites web, c'est pas parce que c'est facilement accessible que c'est nécessairement libre de conditions. Donc, si c'est pas sous licence Creative Commons, ben, il faut passer quand même par le processus d'autorisation du droit d'auteur. Donc, parmi les œuvres littéraires, il y a également le logiciel qui fait partie de cette catégorie-là parce que on a associé le logiciel à de l'écriture de code. Donc, on a également toutes les œuvres artistiques, images, photos, cartes, tableaux, dessins. Donc là, les œuvres artistiques, généralement, elles posent un problème si on veut les insérer ou les utiliser dans nos travaux parce qu'on reproduit la totalité de l'œuvre. Et donc là, lorsqu'on reproduit la totalité d'une œuvre, ben, ça nous prend l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sauf si c'est sous licence Creative Commons. Vous avez également les œuvres dramatiques et musicales. La loi sur le droit d'auteur ne protège pas les données factuelles, elles sont dans le domaine public. La loi sur le droit d'auteur ne protège pas non plus les idées. Donc, on dit que l'idée, elle est de libre parcours. La loi protège l'expression de l'idée et la loi ne protège pas non plus les formules chimiques ou mathématiques connues ou évidentes. Donc, ces éléments-là, données brutes, formules chimiques, les dates, tout ça, c'est dans le domaine public. Donc, si vous êtes dans une de ces catégories-là, la durée légale de la protection par la loi sur le droit d'auteur, elle est de 70 ans suivant le décès de l'auteur ou du créateur. Après, ça tombe dans le domaine public. Donc là, on peut utiliser l'œuvre au terme de la protection sans demander d'autorisation et sans nécessairement chercher le titulaire. Donc, il y a le copyright, il y a le domaine public d'un autre côté. Il y a 3 autres critères également pour qu'une œuvre soit protégée. Il faut qu'elle soit originale. L'originalité, ben, en fait, c'est l'expression d'un minimum de talent et de jugement. C'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence. Donc, par le talent, on réfère à des connaissances, à une aptitude, à une compétence. Et le jugement, ben, c'est notre faculté de discernement, la capacité à prendre des décisions et à faire des choix. Donc, on peut poser la question ici rapidement, est-ce qu'une œuvre qui est générée par l'intelligence artificielle répond à ce critère d'originalité? Est-ce que la machine a cette faculté de discernement, cette capacité à prendre des décisions et à faire des choix? Mais dans l'état actuel du droit canadien, la réponse est non. Donc, toutes les œuvres qui sont générées, d'ailleurs, on ne dit pas créées, on dit générées par un outil d'intelligence artificielle, c'est aussi dans le domaine public. Donc là, ça ne pose pas de questions sur l'œuvre qui est générée. On pose des questions sur les inputs, sur tout ce qui est utilisé en données massives pour créer l'œuvre finale, mais ça, c'est un autre débat. Donc, deuxième condition, l'œuvre doit être créée par une personne physique ou morale, donc une personne comme vous et moi ou une personne morale, une compagnie. Et l'œuvre doit être fixée sur un support. Donc, comme je le disais précédemment, euh, la loi protège l'expression de l'idée.
Donc, dès lors que vous êtes dans ces critères-là, la protection légale s'applique aussitôt, elle est automatique, elle est internationale. C'est pas nécessaire de l'enregistrer à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Et faites attention parce que le symbole de copyright, il n'est pas obligatoire. Donc, c'est pas parce que sur une œuvre, je trouve pas le symbole de copyright que ça veut dire que je peux l'utiliser comme bon me semble. La loi protège, en fait, il y a deux catégories de droits. Vous avez d'une part les droits moraux et les droits patrimoniaux qu'on appelle aussi des droits économiques parce qu'on va céder ces droits-là contre des redevances, contre une somme forfaitaire. Donc, les droits moraux, c'est le droit à la paternité de l'œuvre, le droit à son intégrité. Ces droits-là appartiennent à la personne. On ne peut pas les céder à une tierce personne, mais on pourrait y renoncer par écrit. Donc, généralement, en tout temps, les droits moraux appartiennent à l'auteur ou au créateur. Les droits patrimoniaux, donc, c'est ceux qu'on va céder à une tierce personne, comme à un éditeur, pour qu'on soit publié, pour que notre œuvre soit valorisée. Donc, c'est le droit de publier, de reproduire, d'exécuter en public, de traduire et d'adapter, entre autres. Donc, on signe une entente de cession contre des redevances ou une contrepartie, une somme forfaitaire. Donc, dès lors que vous avez cédé vos droits patrimoniaux, ben, la gestion de l'œuvre appartient à une autre personne qu'on appelle le titulaire. Donc, au départ, l'auteur, le créateur et, et le titulaire sont les mêmes personnes jusqu'à ce que vous ayez cédé vos droits à un éditeur ou que vous ayez créé une œuvre dans le cadre de votre emploi. Donc, ce sont les deux exceptions où il y a où la titularité passe à une autre personne. Et donc là, c'est ce titulaire-là qui va avoir la gestion de l'œuvre. Donc, si moi, je veux utiliser comme utilisatrice, je veux reproduire une image qui est publiée, ben, c'est pas l'auteur que je vais contacter, c'est le titulaire des droits. Donc, il faut que je fasse une recherche de titularité. Ça, c'est dans le régime de copyright. Donc, dans la loi sur le droit d'auteur, il y a une règle générale et il y a à peu près 85 exceptions. Donc, c'est une loi qui est assez difficile à gérer. C'est une loi qui se gère à travers ces exceptions et c'est pas toujours évident. Donc, la règle générale, c'est le droit d'auteur sur une œuvre comporte le droit exclusif. Donc, c'est un droit exclusif à l'auteur, au créateur, de produire, reproduire, d'exécuter, présenter en public, de publier, de traduire, d'adapter, de transformer et de communiquer la totalité ou une partie importante de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque. Donc, un droit exclusif pour la totalité ou une partie importante. Si je lis la règle générale à contrario, parce que le droit, c'est pas simple, donc là, à contrario, on décèle un droit des utilisateurs pour la reproduction d'une partie peu importante, comme la courte citation ou le court extrait. Donc, la courte citation, le court extrait, c'est un droit des utilisateurs qui découle de l'article général de la loi sur le droit d'auteur. Donc là, vous avez un droit des utilisateurs pour un court extrait. Vous avez un droit exclusif des auteurs et des créateurs pour la totalité ou une partie importante. Mais entre les deux, on a un régime d'exception qui permet de reproduire des extraits un petit peu plus importants, mais pas si importants. Donc, j'ai l'air ambigu comme ça, mais c'est parce que la loi sur le droit d'auteur ne chiffre pas de quantité. Donc, il ne nous dit pas qu'un court extrait, c'est un paragraphe, deux paragraphes, une page, deux pages. On ne sait pas. Donc, il faut analyser le caractère de l'œuvre. Donc, l'analyse de la reproduction d'une partie un peu plus importante, elle est permise à partir des critères de l'utilisation équitable. Donc, l'utilisation équitable, comme vous le savez probablement, c'est une utilisation qui s'applique si vous êtes aux fins de recherche, d'études privées, d'éducation, de parodie, de satire, de critique, de compte-rendu et de communication des nouvelles. Donc, à ces fins, il vous est permis de reproduire une partie un petit peu plus importante. Mais il y a d'autres critères. Les autres critères ont été développés par la Cour suprême du Canada.
Donc, la Cour suprême du Canada nous dit qu'il faut restreindre la diffusion dans le temps et le territoire. Par exemple, faire des reproductions temporaires, le temps d'une session, dans un contexte d'un cours, par exemple, sur mon portail. Donc là, à ce moment-là, il y aurait un critère qui serait rencontré. Il faut vérifier l'ampleur de l'utilisation. Donc, on sait déjà que la loi ne chiffre pas de pourcentage. Donc, je dois évaluer ma partie quantitative par rapport à ma partie qualitative. Donc, est-ce que la partie quantitative, par exemple, je reproduis une page d'un roman de 500 pages. Mais je reproduis la dernière page. Puis il se trouve que un roman, c'est une enquête policière. Dans ma dernière page, ben, je dévoile l'issue de l'enquête. Donc, ça se peut que la partie que j'ai reproduite, elle est beaucoup trop emblématique de l'œuvre et ça a des répercussions négatives sur l'auteur. Donc, je dois également m'interroger sur l'effet de mon utilisation de l'œuvre sur les personnes qui créent ou écrivent l'œuvre. Donc, c'est quoi l'impact de mon utilisation sur les redevances? Et finalement, bien sûr, je dois respecter les droits moraux, la paternité et l'intégrité. Est-ce que ça vous paraît flou? Peut-être un peu. L'analyse, elle est difficile même auprès des experts. Est-ce que le copyright complique la réutilisation des ressources? Mais on peut se poser la question d'où vient justement la pertinence à certains égards pour les licences Creative Commons. Donc voilà, elle n'était pas si long, 13 minutes, c'est bon. Donc, le mouvement Creative Commons, en fait, c'est un mouvement qui vise un accès universel à la recherche, à l'éducation et à la culture. L'objectif, c'est d'encourager la circulation des œuvres, leur échange et la créativité de manière simple et légale. Donc, c'est important parce que vous allez le voir dans ma présentation, toutes les licences Creative Commons sont basées sur le droit. Donc, il y a quand même un contrat juridique derrière les licences. Leurs moyens, ben, ils ont mis en place un ensemble de licences et des outils pour contrebalancer le traditionnel tout droit réservé. Donc, qui fait partie du mouvement? Ce sont des personnes autrices, créatrices, des juristes qui souhaitent tout simplement simplifier la gestion des droits d'auteur, qui est une gestion par un régime d'exception dans le respect des lois et tout ça à l'échelle internationale. Donc, on voit ici dans le dessin de ma collègue Maude des personnes qui travaillent en vase clos, donc sous copyright, et des personnes qui partagent leur création. Donc, Creative Commons, ce sont des licences qui permettent de faire éclater, de briser les murs, donc qui accordent des permissions de copier une œuvre, de la reproduire, de la distribuer, de la transformer, de la traduire et aussi de créer des œuvres dérivées, des adaptations ou de nouvelles œuvres. Donc, selon les licences que vous allez choisir, les permissions sont accordées en fonction de celles-ci. Donc, je vous ai parlé du copyright en introduction et je vous ai également parlé du domaine public lorsque la protection par la loi sur le droit d'auteur a expiré. Donc, entre les deux, bien, on a justement cet espace pour des licences Creative Commons où là, ce sont certains droits réservés au choix de l'auteur ou du créateur. Donc, il faut savoir que les licences Creative Commons contiennent trois couches de licences qui se superposent. La première couche, c'est un code légal compréhensible par les avocats. Donc, les licences respectent la loi sur le droit d'auteur de la majorité des pays qui sont signataires de la Convention de Berne. La personne autrice n'abandonne pas ses droits, mais elle octroie des permissions à son choix et elles ont une force contraignante parce que c'est une licence, il y a des conditions d'utilisation, il faut les respecter et la violation de ces conditions-là, c'est une contrefaçon au même titre qu'il y aurait violation de la loi sur le droit d'auteur. La deuxième couche, c'est lisible par un humain. Donc, ce sont des instructions adaptées au langage courant. Et la troisième couche, c'est lisible par les machines. Donc, grâce à un code HTML, les licences Creative Commons sont repérables par différents moteurs de recherche. Donc, les licences Creative Commons, c'est 4 attributs qui se combinent pour créer 7 variantes
de licences. Vous avez la première licence qui est le CC0, qui est l'équivalent du domaine public. Ici, c'est pas parce que le droit d'auteur a expiré, c'est parce que l'auteur ou le créateur a décidé volontairement de mettre son œuvre dans le domaine public. Et donc, c'est la seule licence parmi les 7 où l'attribution n'est pas obligatoire. Par contre, on recommande toujours de citer l'auteur si l'information est disponible, mais des fois, c'est des auteurs anonymes, donc ne vous en faites pas. Quand c'est un CC0, c'est pas obligatoire. Pour les autres licences, la similitude, c'est vraiment l'attribution. Donc, le petit personnage qui nous dit que là, on doit toujours attribuer l'œuvre à l'auteur. Donc, c'est ça la protection des droits moraux par les licences Creative Commons. Vous avez le deuxième logo qui est un partage autorisé aux mêmes conditions, le fameux Share Alike ou le copyleft, c'est-à-dire que si vous utilisez une licence, une œuvre sous licence Creative Commons, vous en recréez une nouvelle, il va falloir la partager avec les mêmes conditions. Vous avez le logo de l'interdiction de l'utilisation commerciale et de l'interdiction de modifier l'œuvre. Mais en tous les cas, il faut citer l'œuvre et dans tous les cas, vous pouvez reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre qui vous intéresse sans avoir à rechercher le titulaire des droits. Et après, ben, vous respectez les licences, les logos qui sont attribués. Mais je vais y arriver un petit peu plus loin, je vais les expliquer. Donc, les licences, ça va de la moins permissive à la plus permissive. Donc, les plus cohérentes avec le mouvement du libre accès, c'est la CC BY où il y a seulement une obligation d'attribution et la CC BY SA, Share Alike, où là, on doit partager l'œuvre avec la même licence avec laquelle on l'a reçue. Donc, les moins permissives, c'est la CC BY NCND. Donc là, je ne peux pas l'utiliser à des fins commerciales, je ne peux pas la modifier. Et la CC BY NC SA, donc est un peu la même chose. Et entre les deux, ben, vous avez une zone ici de transition, si je pourrais dire, la NC et la ND. Si je regarde le code lisible par un humain, de la CC BY, on vous dit que cette licence permet aux autres de distribuer, remixer, arranger, adapter votre œuvre, même à des fins commerciales, tant qu'on vous accorde le mérite de la création originale en citant votre nom. Donc, c'est la seule obligation. C'est recommandé pour la diffusion et l'utilisation maximale des œuvres licenciées sous licence Creative Commons. Puis, on va voir quelques utilisations tout à l'heure. Derrière ce code, ce résumé explicatif, ben, il y a justement le contrat juridique, la licence comme telle. La CC BY SA, pour résumer un peu, ben, c'est souvent celle qui est utilisée dans les Wikipédia. Donc, si vous voulez que votre œuvre se retrouve sur un Wikipédia, par exemple, c'est peut-être une bonne idée de licencier vos œuvres en CC BY SA. Donc, le Share Alike, j'y reviens. Vous avez une catégorie de droits, puis vous avez quelques obligations. Donc, on voit sur la balance qu'on a plus de droits que d'obligations. Donc, c'est permis de copier, distribuer, communiquer, diffuser, adapter et modifier, remixer l'œuvre par tous les moyens, sur tous les supports, à toutes les fins, même à des fins commerciales. Donc, des permissions qui sont aussi larges que le CC BY, sauf qu'il y a une condition, une obligation supplémentaire qui est celle de partager l'œuvre qui a été, que vous avez refait, que vous avez recréé avec la même licence. Donc, le share alike, c'est l'équivalent du copyleft dans les licences logicielles. Donc, c'est le côté gauche de l'auteur par opposition au copyright, où là, c'est des droits exclusifs, hein. Rappelez-vous de mon introduction, ce sont des droits exclusifs au titulaire de reproduire une partie importante ou la totalité de son œuvre. Pour le share alike, on a quelques enjeux. Les œuvres dérivées qui incorporent des ressources sous licence CC BY SA doivent être diffusées avec la même licence. J'en ai parlé, donc c'est une des conditions.
Les versions dérivées échappent souvent à leurs créateurs, leurs créatrices. C'est pas toujours facile de les repérer sur le web. Les utilisateurs pourraient toucher à l'intégrité d'une œuvre et les versions dérivées pourraient ne pas vous convenir. Donc, les versions dérivées pourraient s'éloigner de votre propos initial. Est-ce que ça pourrait nuire à la réputation des auteurs et des créateurs? On peut se poser la question, mais il ne faut pas oublier que derrière l'utilisation des licences qui sont basées sur le droit, ben, on a toujours une préoccupation du respect du droit à l'image, de l'atteinte à la réputation, mais c'est toujours sanctionné par la Charte et les codes civils du Québec. Il n'y a pas de cas documenté jusqu'à maintenant sur ce type d'infraction où on aurait atteint à la réputation des auteurs ou du créateur. Les préoccupations, ben, c'est difficile souvent d'obtenir le fichier source pour créer de nouvelles œuvres, pour les adapter. Les parties modifiées ne sont pas toujours bien identifiées. Donc, lorsque un utilisateur va refaire une œuvre, il ne va pas toujours bien identifier les parties. Et la liste des licences compatibles se résume à trois types de licences, la CC0, le domaine public, la CC BY et une autre CC BY SA. Donc, il n'y a pas beaucoup de compatibilité avec d'autres licences. Si on parle un peu de la mention NC, ben, c'est une interdiction de faire un usage commercial des œuvres qui comportent cette mention. Bon, le NC, on peut se poser la question, est-ce que c'est une incohérence? Est-ce que c'est un retour à la case départ? Est-ce que le NC m'oblige, moi, en tant qu'utilisateur, à rechercher le titulaire si, par exemple, je veux insérer un graphique dans une publication scientifique qui est jugée comme étant à des fins commerciales? Donc oui, si vous créez une œuvre avec cette mention, les utilisateurs ne pourront pas l'utiliser dans leur publication. Il va falloir qu'ils recherchent le titulaire de l'œuvre, qui demande une permission de reproduire à la maison d'édition si c'est une œuvre publiée ou au WebMess si c'est une œuvre Internet. Donc là, la licence Creative Commons qui comporte le logo NC, elle est très restrictive et elle nous oblige à refaire le processus qui a cours quand c'est une œuvre tout droit réservé. C'est quoi le risque? Ben, l'utilisateur pourrait rechercher une solution alternative, plus libre, moins compliquée. La recherche de titulaire, elle n'est pas toujours facile. L'utilisateur, il est tributaire de la réponse du titulaire des droits. Le titulaire pourrait ne jamais répondre. Il pourrait dire oui, mais avec des frais que vous n'êtes pas prêt à assumer, puis il pourrait vous dire non. Donc, l'utilisateur se dira, puisqu'il y a autant de contraintes que sous un copyright, ben, je vais regarder qu'est-ce qui existe sous copyright. Donc, votre œuvre pourrait être rejetée d'emblée. Alors, pourquoi on conserve cette mention du NC? Parce que le mouvement Creative Commons juge que c'est une transition rassurante pour les nouveaux adeptes qui se lancent dans le libre accès. La compatibilité des licences avec la CC BY NC, c'est celle du domaine public, la CC BY la plus libre, la CC BY NC et la CC BY NC SA. Donc là, vous pouvez remixer des œuvres avec ces licences-là. La ND, c'est No Derivative. Ça veut dire que comme utilisateur, j'ai pas le droit de la transformer, de l'adapter, de l'améliorer, etc. Donc, cette licence-là vous permet de copier, distribuer, communiquer l'œuvre par tous les moyens, sur tous les supports, peu importe le but de l'utilisation. Ici, c'est même commercial. Les restrictions, ben, vous devez créditer l'œuvre, intégrer le lien vers la licence de l'œuvre originale, parce que si vous faites des modifications, il faut identifier les modifications et il faut toujours que l'œuvre originale apparaisse. Pas de modification, donc l'interdiction touche aussi tout ce qui est cadrage, couleur, mise à jour, etc. Donc, l'œuvre n'évolue pas, elle tombe rapidement en désuétude. Également, avec une mention ND, mais on ne peut pas traduire l'œuvre, on ne peut pas l'adapter.
Donc, comment choisir une licence, justement? Ben, il y a des questions à se poser, puis il y a également un outil qui existe par le mouvement Creative Commons. Vous avez le lien ici. On pose différentes questions, puis au terme des questions, ben, on vous donne le logo que vous pouvez apposer dans votre document. Donc, première des questions, estimez-vous que les utilisateurs pourraient faire des nouvelles œuvres intéressantes à partir des vôtres ou vous seriez l'instigateur de cette œuvre? Souhaitez-vous offrir la possibilité aux utilisateurs de traduire, de diffuser vos textes dans différentes langues? Croyez-vous qu'il soit opportun de favoriser une adaptation de votre œuvre? Est-il important pour vous que vos images puissent être intégrées à un Wikipédia? Donc, si oui, ben, vous choisissez la licence correspondante et comme je vous dis, vous avez des questions à répondre dans l'outil d'aide à la décision. Il faut savoir également dans le choix de sa licence que maintenant, avec la politique de diffusion en libre accès des FRQ depuis 2021, et cette politique-là a été mise à jour, les publications savantes qui présentent des résultats de la recherche qui sont financés par des subventions publiques accordées par des conseils de recherche, des organismes de financement nationaux, régionaux, internationaux, doivent être publiées dans des revues en libre accès ou via des plateformes en libre accès ou déposer immédiatement dans des dépôts en libre accès gratuitement et sans embargo. Donc, les personnes autrices ou leurs institutions conservent les droits d'auteur, mais ils vont diffuser leurs œuvres immédiatement sous licence Creative Commons. Donc, dès lors qu'une œuvre elle est financée par les FRQ notamment, ben, vous n'avez même pas le choix de la licence. Il faut que ce soit une licence ouverte CC BY, donc la plus large possible. Et exceptionnellement, on vous accordera la possibilité de publier, de diffuser votre œuvre sous licence CC BY ND avec nos derivatives dans certains cas bien précis. Donc, si vous êtes, vos travaux sont subventionnés par un organisme subventionnaire qui fait partie du plan S, ben, vous n'avez même pas le choix d'utiliser la licence qui est prescrite ici. Deuxièmement, si vous vous lancez dans les ressources éducatives libres, ben, les licences qui sont autorisées, c'est la CC BY ND, No Derivative, et la CC BY NC, c'est-à-dire qui sont exclus. La CC BY ND et la CC BY NC ND sont exclus. Donc, dans les REL, ce qui est important, c'est de pouvoir modifier l'œuvre. Donc, dans une REL, on doit pouvoir accorder les permissions suivantes, le droit de télécharger, le droit d'utiliser la ressource, de la modifier, de la mettre à jour, de la traduire, de l'abréger, de la contextualiser, de la remixer. Donc, vous avez le droit de combiner la ressource avec d'autres œuvres afin d'en créer une nouvelle et de la distribuer sans limite de territoire. Donc, dans les réels, ben, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que, il faut absolument que l'utilisateur ait le droit de modifier l'œuvre. Donc, je vous parlais tout à l'heure de licences compatibles. Bien, on a ici une charte des licences compatibles par le mouvement Creative Commons. Donc, vous avez ici là, tout ce qui est permis, dépendamment des œuvres que vous utilisez dans un remix. Le remix, c'est une composition de nouvelles œuvres que vous allez relicencier avec la licence la moins restrictive. Donc, il faut bien s'assurer de répondre aux critères de la licence attribuée. Et si vous utilisez du matériel sous différentes licences, ben, c'est pas toujours facile de faire coexister toutes ces licences-là et c'est pour ça qu'on recommande l'utilisation des ressources Creative Commons les plus libres possibles. Donc, vous avez trois raisons, trois bonnes raisons. Vous avez les œuvres subventionnées par les FRQ, vous avez également les REL, puis vous avez la création qui est moins limitée par la licence la plus large possible. Donc,
où trouve-t-on les licences en libre accès? Bien, il y a une multitude de banques d'images multidisciplinaires. Vous pouvez les trouver sous le moteur de recherche, sous la plateforme Creative Commons Search, Flickr Commons, Pixabay, PicJumbo, Welcome Image, Wikimedia Commons, etc. Puis vous pouvez également les repérer assez facilement sur le moteur de recherche Google. Donc, vous allez sur Google, vous tapez votre requête, donc Google Images, vous tapez votre requête ici, donc innovation. Vous allez à la boîte outils et là, il y a un menu déroulant qui va s'ouvrir sous droit d'usage et vous allez sélectionner tout simplement licence Creative Commons. Là, il va y avoir de nouvelles images qui vont se régénérer à partir de votre demande. Et là, par exemple, j'ai choisi celle-ci. Je vais recliquer sur l'image pour être bien certaine que c'est la bonne licence parce que des fois, ben, il y a quand même des banques d'images qui ne sont pas gratuites qui s'insèrent parmi cette sélection-là. Donc, je reclique sur mon image et là, je vois apparaître la licence. Donc, on me dit ici, c'est une licence CC BY Share Alike. On me dit que le détenteur des droits d'auteur la publie sous la licence suivante et je suis libre de la copier, de la distribuer, de retransmettre mon travail, de l'adapter à condition que j'attribue l'œuvre à son auteur et que je partage dans les mêmes conditions. Comment citer une œuvre sous licence Creative Commons? Donc, on doit mettre le titre, l'auteur, la source et la licence qui a été attribuée. Par exemple, dans mon exemple ici, le titre, c'est 10e anniversaire de Creative Commons par l'auteur et c'est sous licence CC BY 4.0. Donc là, j'ai mis le lien vers la licence. C'est tout simplement la façon de le citer. Si je modifie l'œuvre, si je l'adapte, à ce moment-là, ma citation est un petit peu plus complexe. Je vais marquer le nouveau titre et je vais inscrire que c'est adapté de la fameuse œuvre Creative Commons 10e anniversaire par l'auteur initial qui était utilisée sous licence Creative Commons. Et là, elle est également rediffusée sous la même licence avec mon nom, le nom de la personne qui a modifié la deuxième œuvre. Donc, c'est un petit peu plus complexe, mais au moins, on a une trace, on a le lien vers l'œuvre originale. Et si l'utilisateur souhaite voir l'œuvre originale et faire ses propres modifications à partir de celle-ci, ben, c'est possible de le faire. Donc, il faut absolument mettre les renseignements sur l'œuvre originale lorsqu'on en modifie une. Donc, les avantages des licences Creative Commons, ben, probablement que vous en avez décelé quelques-unes. Elles sont gratuites. Il n'y a pas de permission à demander. Elles vont plus loin que les exceptions à la loi sur le droit d'auteur parce que, rappelez-vous, c'est possible de reproduire une œuvre qui est protégée sous copyright, mais là, à ce moment-là, il faut se retrouver dans un régime d'exception. Les licences Creative Commons sont internationales, la version 4.0, qui est la dernière version. Elles sont souples, faciles à utiliser, simples à comprendre. L'auteur conserve ses droits d'auteur et vous avez un certain contrôle sur la façon dont votre œuvre sera utilisée parce que vous choisissez justement la licence correspondante. Ça permet d'utiliser facilement le contenu d'une autre personne et ça permet de traduire, de mettre à jour, de bonifier une œuvre à partager. Les inconvénients, ben, on disait que c'était moins bien perçu par une certaine partie du milieu scientifique, mais maintenant, avec le plan S, ben, peut-être que ça change la donne un peu parce que là, on se dit, si une œuvre est subventionnée, pourquoi pas l'offrir tout de suite au public? Vous avez moins de contrôle sur l'utilisation de votre œuvre parce que c'est sûr que là, on ne recherche pas le titulaire pour obtenir des permissions. Et il faut savoir aussi que dès lors qu'on a choisi une licence à apposer sur notre œuvre, ben, c'est irrévocable. Bon, vous pouvez toujours décider de refaire une autre version. Vous pouvez également décider de revoir la licence.
mais vu la nature du web, ben, ce que vous avez diffusé sous l'ancienne licence, ben, vous pouvez pas la rattraper, elle est déjà diffusée. Donc, si vous voulez choisir une nouvelle licence, ben, il va falloir choisir une licence encore moins restrictive. Donc, comme je vous disais, il y a les exceptions à la loi sur le droit d'auteur versus les licences Creative Commons. Et on se demande, est-ce que les exceptions à la loi sur le droit d'auteur sont concurrentielles aux licences Creative Commons? Il faut savoir que dans un régime d'exception, ben, toutes ces exceptions-là sont assorties de conditions strictes. Par exemple, vous l'avez vu pour l'utilisation équitable, c'est à des fins précises, à des fins d'études privées, de recherche, d'enseignement, etc. L'extrait, la reproduction de l'extrait, il est limité. Donc, on sait que la loi chiffre pas de pourcentage admissible, mais elle va autoriser le court extrait. Donc là, il faut analyser différents critères, à savoir si je suis dans le court extrait ou si je suis dans l'extrait plus important. Également, les formats sont limités. La reproduction électronique, elle n'est pas toujours permise dans le copyright. Il y a des éditeurs qui ne permettent pas que je reproduise une œuvre de manière électronique. Donc, il y a une limitation dans les formats et également, ben, il y a d'autres exceptions que celles de l'utilisation équitable. Il y a tout ce qui est présentation d'une œuvre visuelle en classe, lire une œuvre littéraire, présenter un film, diffuser des actualités, présenter une émission, tout ça, ben, il y a des conditions. Il faut que ça soit devant un public d'étudiants. Il faut que ce soit dans les locaux de l'institution. Donc là, les exceptions, oui, elles existent. Elles sont très pratiques, surtout pour nous en contexte académique et de bibliothèque, mais il y a des limites. Donc, c'est deux systèmes complètement différents, alors que la loi sur le droit d'auteur octroie euh, la loi sur le droit d'auteur octroie des droits aux personnes utilisatrices que bien souvent les personnes autrices ou titulaires tolèrent parce que ces exceptions-là, dans la loi sur le droit d'auteur, vous le savez probablement, mais elles font couler beaucoup d'encre. Donc, les sociétés de gestion veulent se débarrasser de ces exceptions-là. Donc, on voit que les titulaires tolèrent les exceptions, alors que Creative Commons, ben, octroie des licences aux personnes utilisatrices que les autrices ou les créatrices choisissent. Donc, on est vraiment dans deux systèmes complètement différents. Les licences Creative Commons ont également une portée internationale, donc ça peut être très intéressant par rapport aux œuvres sous copyright. On sait que chaque pays possède ses propres lois sur la propriété intellectuelle. Il y a une certaine harmonisation mondiale par le biais des traités et d'accords commerciaux multilatéraux, mais quand même, chaque loi est bien spécifique à chacun des pays. Donc, même s'il y a des normes minimales, il y a des variations locales qui subsistent. Par exemple, dans la durée de protection, des restrictions, les sanctions ne sont pas les mêmes. Alors que les œuvres sous licence Creative Commons, ben, elles ont vraiment une portée internationale. Elles sont reconnues à travers le monde. C'est le même langage, c'est les mêmes règles. Donc, c'est vraiment un système qui est harmonisé. Puis, n'oubliez pas qu'il y a quand même une base juridique solide derrière ces licences-là. Les avantages, ben, du côté des personnes utilisatrices, ben, en fait, il faut savoir que même si vous utilisez une œuvre sous licence Creative Commons et que cette licence-là est trop restrictive, mais bien sûr, vous avez toujours la possibilité de rechercher le titulaire pour demander des permissions supplémentaires afin d'aller plus loin. Donc, ça ne vous empêche pas, par exemple, si j'ai une licence CC BY NCND et que moi, justement, cette image-là, j'aimerais la modifier et là, on me l'interdit, bien à ce moment-là, rien m'empêche de contacter le titulaire. Donc, il y aurait deux régimes ici qui s'appliqueraient pour la même image. Euh, les demandes d'autorisation, ben, ce sont des licences qui vous permettent d'accomplir des actes réservés que la licence vous empêcherait de faire. Donc, vous n'êtes pas limité, c'est juste de faire cohabiter les deux régimes. Euh, donc, voilà. Et du côté des personnes autrices, ben, il faut savoir que la personne autrice, créatrice, n'abandonne pas ses droits
d'auteur. Le choix de la licence CC indique la manière, tout simplement, dont ceux-ci seront exercés et que le droit d'auteur s'applique en tout temps. Donc, avec une licence CC, en résumé, la personne autrice ou créatrice autorise à l'avance certaines utilisations de son œuvre, alors que certains autres droits restent réservés ou soumis à son autorisation. Donc, en guise de conclusion, on voit qu'il y a quand même tout un questionnement à entreprendre avant la reproduction d'une œuvre. Il faut, dans un premier temps, que je vérifie si elle est dans le domaine public. Donc, si elle est dans le domaine public, je suis à l'autre bout du spectre. Donc, je ne me pose pas vraiment de questions. Je peux l'utiliser en mettant la source. Est-ce que l'œuvre, elle est libre de droit ou en libre accès? Parce que c'est pas la même chose. Une œuvre qui est libre de droit, c'est une œuvre pour laquelle j'ai acheté des droits, donc j'ai acquis une licence. C'est libre de droit pour moi, l'utilisateur, mais c'est pas libre de droit pour tous, c'est pas gratuit pour tout le monde. Donc, une image qui est libre de droit, elle reste sous copyright. Ou si c'est en libre accès, à ce moment-là, est-ce que c'est sous licence Creative Commons? Est-ce que j'ai lu les conditions d'utilisation des sites web quand j'ai une œuvre qui est pas sous licence Creative Commons? Je dois m'interroger également, est-ce que l'utilisation que je fais de cette œuvre-là, elle est équitable? Et ultimement, est-ce que c'est possible d'obtenir une autorisation de la titulaire du droit d'auteur? Donc, tout un questionnement qui est un peu évité si vous utilisez des licences Creative Commons. Voilà, j'ai fait ça quand même très rapidement. Ben, on a le temps pour mon petit quiz qui est très facile, je pense. Donc, question numéro un. Si je rends disponible une de mes œuvres en libre accès, je renonce à tous mes droits sur elle, vrai ou faux? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Donc, c'est faux, hein, vous demeurez titulaire du droit d'auteur, mais vous préautorisez l'utilisation de votre œuvre à certaines conditions. Vous renoncez à certains de vos droits patrimoniaux, mais vous conservez toujours votre droit moral à la paternité de l'œuvre. Vous pourriez y renoncer en fonction de la licence choisie, c'est-à-dire vous pourriez renoncer à l'intégrité en fonction de la licence choisie. Donc, lorsque vous retirez le ND, c'est une façon de renoncer à l'intégrité. Je n'ai pas besoin d'enregistrer une œuvre afin de la placer sous licence Creative Commons, vrai ou faux? Donc, c'est vrai, une fois que le logo apparaît sur le document, les procédures sont terminées. Question numéro 3. Je peux utiliser une œuvre sous licence Creative Commons sans à demander la permission à la personne titulaire du droit d'auteur, vrai ou faux? Vrai, pourvu que je respecte les conditions associées à la licence attribuée par la personne autrice ou créatrice. Question 4. Si j'utilise une œuvre sous licence Creative Commons, je n'ai pas besoin de citer l'auteur ou l'autrice. C'est vrai ou c'est faux? Faux, à moins que l'œuvre soit dans le domaine public. J'ai vu que quelqu'un avait répondu ça. Malgré tout, afin d'éviter le plagiat, parce que là, c'est aussi une mauvaise utilisation de l'œuvre, mieux vaut systématiquement citer ses sources. Dans tous les autres cas, l'attribution de l'œuvre à la personne autrice ou créatrice, elle est obligatoire. Voilà, donc le service, ben, le Bureau du droit d'auteur offre différents services à la communauté universitaire.
Donc, on est un service conseil, on répond aux questions en présentiel, téléphone, courriel, beaucoup de formations sur le plagiat, l'intégrité, la reproduction du matériel d'autrui, la titularité des œuvres, de l'intelligence artificielle et sur les données. On révise les contrats d'édition, on aide à la négociation, on rédige également des ententes de propriété intellectuelle et on aide les enseignants, les membres du corps enseignant dans leur demande d'autorisation particulière et leur déclaration de droit d'auteur. Voilà, donc vous savez probablement qu'on a un site web. Vous avez l'adresse ici, bda.ulaval.ca, et vous pouvez nous écrire également à notre adresse générique pour toute question que vous estimez utile. Et bien entendu, la présentation du Bureau du droit d'auteur, elle est sous licence CC BY SA. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention. On a le temps vraiment pour une bonne période de questions. Commentaires, questions? On a une première question de Marie-Hélène dans le clavardage qui est quand même assez longue, Sonia, donc je vais te laisser peut-être en prendre connaissance. OK. OK. Est-ce que la position du symbole du copyright, tout droit réservé, sur une œuvre est compatible avec la mention d'une licence? Ici, c'est une très bonne question. Il semble y avoir deux interprétations. L'une est non. S'il y a un affichage d'un copyright, c'est que tous les droits d'auteur, incluant les droits de diffusion, sont détenus par la personne qui est mentionnée pour le copyright. L'autre, oui, le symbole de copyright signifie que le copyright appartient à la personne mentionnée, mais que celui-ci a donné des droits de diffusion, réutilisation élargie, établis légalement selon une licence Creative Commons, etc. Quel est mon avis là-dessus? Bon, a priori, je trouve que c'est une incohérence. Et ça vient des grands éditeurs euh, qui demandaient une cession des droits d'auteur. Donc, par exemple, Elsevier demande une cession des droits d'auteur. Et avec cette session-là, il décide qui diffuse l'article en libre accès. Donc là, il y a comme le copyright Elsevier parce que les auteurs ont cédé leurs droits aux éditeurs, mais l'éditeur, avec cette cession de droit, décide de diffuser l'article sous licence Creative Commons. Donc moi, ça m'apparaît vraiment contradictoire. Et là, je pense que de moins en moins, on va voir cette mention-là, surtout avec les articles qui sont subventionnés par les FRQ où les auteurs, créateurs, les auteurs surtout, conservent leurs droits d'auteur. Donc, à ce moment-là, il n'y aura plus ce fameux copyright au titulaire, donc à l'éditeur. Mais oui, c'est une question qu'on se pose encore, qu'on se pose souvent. Donc, on voit souvent les deux façons. Donc, quand il y a le copyright est à l'éditeur, c'est parce que les auteurs ont cédé leurs droits. On a une main levée. Donc, j'invite la personne à poser sa question à Sonia. Bonjour Sonia, bon, merci beaucoup tout d'abord pour la présentation, c'est super intéressant. Plaisir. J'ai une question que je me pose depuis longtemps en fait sur l'aspect de share alike. Dans le cas où, par exemple, je prends un document destiné aux patients, moi je suis en santé, puis je Oui. veux l'adapter, mettons, je le traduis en français, mettons, je vais le partager avec la même licence. Ça, c'est comme plus clair. Si c'est comme je transforme le document, mais ça reste quand même le même document. Si, par exemple, j'ai une présentation comme la vôtre aujourd'hui, puis je veux prendre une diaporama, le mettre dans une autre présentation aussi, c'est comme un extrait de texte ou une image dans le contexte d'une œuvre beaucoup plus grande. Est-ce que c'est la même idée? Est-ce qu'on faut appliquer la même licence sur l'œuvre en général ou c'est seulement lorsqu'on reproduit l'œuvre originale, si vous voyez ce que je veux dire? OK, à ce moment-là, vous insérez une œuvre, par exemple, qui ne serait pas sous licence CC BY SA. En fait, vous intégrez l'œuvre de quelqu'un d'autre dans votre propre œuvre. Oui, c'est la même logique. OK, OK, parfait. C'était tout. Oui.
Ben, il faut faire attention aussi parce que, si par exemple, je pense au REL, aux ressources éducatives libres, souvent, il faut rechercher les mêmes licences ou des licences moins restrictives. Ça, Mhm. c'est dans l'idéal, mais c'est pas toujours possible. Donc, ce qu'on fait pour contrer un peu cette difficulté-là, c'est qu'on écrit dans le document, sauf mention contraire, cette ressource éducative libre, elle est sous licence, par exemple, CC BY. Donc là, quand il y a une mention contraire d'une autre licence, il faut vraiment l'identifier dans le document, euh, vraiment mettre la source en dessous avec la licence, l'encadrer ou quelque chose comme ça. Donc, on va marquer dans le document, sauf mention contraire, l'ensemble de ces images-là sont sous licence Creative Commons, mais il pourrait, CC BY par exemple, mais il pourrait y avoir à travers des CC BY SA ou NCND même. Parfait. Merci beaucoup. On a une autre question, Sonia, là, dans le clavardage d'Isabelle de Lucar. Oui. Si je suis une autrice et que je souhaite qu'une de mes œuvres soit diffusée via une licence CC, est-ce que je dois signer un contrat? Non, il n'y a pas de contrat à signer. Vous simplement répondez aux questions pour le choix de la licence et vous insérez votre logo dans votre œuvre, tout simplement. Il n'y a pas de contrat à signer, même vous vous engagez, par exemple, à respecter les conditions d'utilisation. On a Aline qui avait une question, c'est une main levée. Donc, Aline, je t'invite à la poser directement. Bonjour Aline, on vous entend pas. On m'entend. Là, on m'entend. Ah Avec le oui, c'est micro, bon. ça marche mieux. Salut, ça va? Moi, je repose souvent la même question à différentes personnes parce que j'ai que des réponses qui divergent. Oui, Un ça coup, se peut. c'est oui, un coup, c'est non, mais j'aime ça avoir ici, localement, au Québec, savoir comment c'est considéré. Euh, la licence ND indique qu'on ne peut pas modifier l'œuvre. Mhm. Est-ce que faire une citation de l'œuvre ND est considéré comme une modification ou bien ça relève d'une exception liée au droit d'auteur et dans ces cas-là, la licence ND ne s'appliquerait pas dans ce cas spécifique et on aurait le droit de citer. Moi, je pense qu'on a le droit de citer. À ce moment-là, c'est vraiment le régime de droit d'auteur qui va s'appliquer pour la citation, OK, avec les guillemets et la source, tout simplement, là. OK, parfait. Oui, Merci, c'est tout. Ah, juste un truc, je oui, vais rajouter par rapport à la question précédente sur l'intégration d'une œuvre dans une œuvre. Il y a une ressource qui est très intéressante pour tous les bibliothécaires. C'est ça, je le montre à l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez oui, on le dans voit. le bon sens. Puis je vais mettre la référence. Mais c'est un guide sur les licences Creative Commons créé par Creative Commons à l'attention des enseignants et des bibliothécaires. Fait qu'il y a Super. plein d'informations là-dedans, puis c'est quand même pas mal maintenu à jour. Donc, pour aller plus loin, c'est bien. Puis, il y a toute une section sur qu'est-ce, quand on modifie, qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce que c'est une collection, une Oui, adaptation ou un remix. Puis là, il y a des affaires qui changent dans la compatibilité et l'intégration des différentes œuvres, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que je vous conseille cette lecture-là si vous n'avez pas l'occasion de participer à d'autres webinaires oui, sur la c'est vrai. thématique. Merci, Aline. De rien. Donc, on a deux mains levées. Julien en premier. Je vais continuer avec une autre question sur la licence ND qui ne m'apparaît pas claire, là, puis pour laquelle je trouve des réponses différentes des fois. Puis c'est pour un cas précis. Disons que je veux réutiliser une figure qui est à l'intérieur d'un rapport qui est avec une licence ND. Est-ce que je devrais demander la permission? J'ai l'impression que oui, parce que selon ma compréhension de la licence ND, on peut seulement reproduire l'intégralité de l'œuvre. Mais si on veut réutiliser une partie de l'œuvre, dans ce cas-ci, une figure, est-ce qu'on devrait demander la permission ou c'est permis d'emblée?
Non, c'est ça justement, parce que le no derivative, c'est que vous pouvez même pas la recadrer. Vous pouvez pas Ouais, en c'est ça. utiliser une partie, vous pouvez pas la couper. Il faut falloir demander une autorisation parce que là, vous apportez une modification. OK. Merci Oui, beaucoup tout et à merci fait. pour la présentation. Fait plaisir. On avait Isabelle ensuite. Oui, moi, c'est quand j'ai posé la question tout à l'heure dans le chat, à savoir si on avait un contrat à signer. Là, si j'ai bien compris votre réponse, c'était plus du côté de l'utilisateur. Je comprends que quelqu'un qui veut utiliser une œuvre qui est sous licence Creative Commons n'a pas à signer de contrat. Mais si c'est moi qui ai créé une œuvre, puis que je souhaite que cette œuvre-là soit diffusée via une licence Creative Commons, c'était plutôt euh, dans cette optique-là que je me demandais si le créateur de l'œuvre doit signer un contrat à ce moment-là. Non, dans Non aucun des plus? deux cas, on doit OK. signer un contrat. Puis c'est ça, le questionnaire dont je vous parle pour le choix de la licence, c'est pour les personnes autrices ou créatrices. C'est pas pour les OK. utilisateurs. Donc, quand vous allez répondre à ces questions-là, on va vous donner, vous allez pouvoir mettre le lien de l'œuvre où vous voulez, où on peut la retrouver et on va vous donner un logo que vous pouvez apposer sur votre œuvre, mais il n'y a pas de contrat. OK. Mhm. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, là? J'en vois pas d'autres pour l'instant dans le clavardage et je ne vois pas de nouvelles mains levées non plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais en profiter pour remercier Sonia Morales pour sa présentation. Je pense que, comme moi, vous avez trouvé ça hyper intéressant et utile. Et puis, elle vous a laissé ses coordonnées si jamais vous aviez quelque chose en particulier en lien au Creative Commons au droit d'auteur, mais je tiens quand même à mentionner que elle est très occupée. Donc, Pas de problème. essayez d'être précis et de restreindre vos courriels à quelque chose C'est d'extrêmement bon. pressant. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à tout le monde. Au revoir.